regroupe tous les carburants, combustibles, polymères, colle, vernis, peinture, ainsi de suite. Donc, vous savez bien que le carbone occupe 18% du corps humain. Donc, même le corps humain, c'est du carbone. Donc, il y a toute une partie c'est le carbone. Donc les hydrocarbures en général, donc c'est les composés du carbone. Donc, ils sont subdivisés en plusieurs catégories. Donc, vous avez les hydrocarbures cycliques et les hydrocarbures acycliques, yani non cycliques, enfin non cycliques. Donc, pour les hydrocarbures acycliques, donc vous avez les alcanes, vous avez les alcènes et les alcynes. Donc, les alcanes, c'est des hydrocarbures qui sont saturés. Les alcènes et les alcynes, c'est des hydrocarbures non saturés. Donc, vous avez la formule brute des alcènes et la formule brute des alcynes. La formule brute, donc cyclique, et vous avez les hydrocarbures aromatiques, donc benzène et homologue, naphtalène, anthracène, ainsi de suite. Très bien. Commençons aujourd'hui par les alcanes. Donc, les alcanes, ils ont une formule brute CnH2n plus 2. Donc, c'est des alcanes qui sont linéaires ou ramifiés. Maintenant, les alcanes qui sont cycliques, donc ils ont une formule brute différente. Donc, c'est NH2N. Ils sont regroupés en deux catégories, comme je viens de le dire. Donc, les alcanes cycliques et non cycliques. Donc, les plus simples des alcanes, le plus simple des alcanes, c'est le méthane. Vous connaissez bien. Il vient après l'éthane, donc pour n égale à 2. Et pour n égale à 3, donc c'est 3H8, donc c'est n H2N plus 2. Donc c'est pour 3 carbones, donc vous avez ces 3H8. Donc pour les alcanes cycliques, donc vous avez le cyclo, donc on a vu tout ça. Donc pour la formule brute la formule développée plane, donc si vous prenez par exemple le C6H14, donc vous voyez la formule comme elle est. Donc je peux la représenter, donc la formule développée, donc je développe toutes les liaisons CC et les liaisons CH. Donc je peux adopter une écriture semi-développée et moitié développée. Dans ce cas-là, je montre uniquement les liaisons carbone-carbone. Donc CH3, CH2, CH2, ainsi de suite. C'est un alkane avec une écriture semi-développée ou combinée. Dans ce cas, formule condensée. Dans ce cas-là, je mets CH3, CH2, ainsi de suite. Et on utilise souvent aussi la formule stylisée ou l'écriture topologique. Donc l'écriture en quelque sorte en zigzag. Donc pour C6H14, donc on peut le représenter de cette manière aussi. Maintenant pour la nomenclature, donc tout en premier semestre, si vous voulez, on a fait la nomenclature. Donc la nomenclature, c'est on nomme les alcanes selon les règles de l'IUPAC.
Donc, vous avez les 4 premiers alcanes conservent les noms consacrés par l'usage. Donc, le méthane, l'éthane, le propane, le butane. D'accord. Donc, on met le pentane, ou là, on dit souvent le pentane normal, le N-pentane. Par exemple, pour l'octane, donc on dit aussi pour l'octane linéaire, donc on met le N-octane. D'accord. Donc, vous avez le tableau. Donc, dans ce tableau, vous avez tous les alcanes, enfin, les alcanes, comment on nomme les alcanes normaux, donc du méthane jusqu'à l'hectane, yani le C100. Très bien. Je passe un petit peu vite aussi. Donc, maintenant, pour la nomenclature des substituants, donc pour la nomenclature des ramifications. Donc, la nomenclature de la ramification, elle dérive toujours de la nomenclature du substituant. Enfin, de l'alcane parent. Par exemple, si vous prenez le CH4, le méthane, donc le substituant CH3, donc c'est le méthyle. Donc, on rajoute le suffixe il. Donc, l'éthane, éthyle, ainsi de suite. Propane, propyle, ainsi de suite. Des fois, on dit le N-propyle. Pour le différencier en quelque sorte, de l'isopropyle. D'accord. Donc, on dit le N-propyle. Parce que si on dit donc, la ramification, c'est c'est le carbone du milieu. Donc, si vous voulez, pour le propyle, je peux ramifier à partir du carbone, les carbones terminaux, donc extrêmes, ou là, le carbone du milieu. Donc, le carbone du milieu, on dit isopropyle. On ne dit pas propyle tout court. Propyle tout court, c'est pour la ramification du carbone des carbones de l'extrémité. Donc, pour la règle de la nomenclature, donc je ne vais pas. Donc, toujours la chaîne principale, les substituants, on numérote. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Mahma. Monsieur. Oui. Je vous entends. J'ai pas compris pourquoi on rajoute le N. Le N. J'ai pas compris pourquoi on rajoute le N. Si on ne rajoute pas, c'est comme si on peut ne pas rajouter. Parce qu'on a l'habitude, donc il y en a ceux qui rajoutent le N. C'est pour différencier un peu des chaînes ramifiées. Quand on dit, par exemple, l'hexane, le N-hexane, ça veut dire l'hexane normal. C'est le CH3, CH2, 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 CH3. D'accord? On peut ne pas, quand on met rien, ça veut dire que c'est linéaire. Est-ce que vous avez compris? Non. C'est un petit détail, c'est rien. Donc ça, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé des alcanes normaux. Quand il n'y a pas le N, ça veut dire que l'alcane est normal. Vous avez le N, vous n'avez pas le N, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Très bien. Donc, la nomenclature, comme les règles, donc ce qu'on a vu au premier semestre, c'est la même chose. Donc, toujours, on détermine la chaîne principale, les substituants, et on numérote de telle manière que les substituants aillent l'indice le plus faible. Donc, je vous donne un exemple ici, par exemple. Vous avez, par exemple, là, le premier composé, vous avez une chaîne une chaîne à 6 carbones. Vous avez un substituant sur le carbone 3, donc 3-méthylhexane. Très bien. Donc, si vous avez plusieurs substituants, donc on adopte la nomenclature di, tri, tétra, ainsi de suite. Donc, par exemple, des exemples.
Donc, vous voyez les exemples. Donc, je ne vais pas revenir. On a vu tout ça au premier semestre. D'accord. Donc, c'est un petit rappel uniquement. Hein. Maintenant, pour les substituants complexes, donc on a la même chose. Donc, on a vu comment on numérote un substituant complexe. Par exemple, pour le premier substituant, celui-là, donc on peut l'appeler isopropyl, comme on peut l'appeler méthyl-éthyl. D'accord? Le 1-méthyl ou le méthyl-éthyl. Méthyl-éthyl, ça veut dire isopropyl. Par exemple, celui-là, le deuxième substituant, donc la ramification, elle est sur ce carbone, donc c'est le carbone 1, 2, 3. Donc sur le carbone 2, il y a un méthyle. Donc soit on l'appelle isobutyl, donc celui qui ne peut pas nommer celui-là comme étant isobutyl, mais arfouche, donc il le nomme de cette manière-là. Donc 1, 2, 3. Donc sur le carbone 2, vous avez un méthyle. Donc vous avez méthylpropyl. Donc c'est le 2-méthylpropyl. Donc 2-méthylpropyl, c'est tout ce substituant. Le substituant, par exemple, il est sur une chaîne principale, donc il va s'appeler 2-méthylpropyl. Très bien. Je passe donc dans ce tableau, donc vous avez les différents substituants, comment on les appelle. Donc vous avez, par exemple, pour le premier, l'isopropyl, vous avez l'isobutyl, vous avez le sec-butyl, ou là on l'appelle méthylpropyl. Ou là le tertiobutyl, donc le quatrième substituant, ADA, on l'appelle le tertiobutyl. Donc vous avez ça c'est pas le butane, vous avez 4 carbones, oui, mais vous avez un carbone entouré par 3 méthyl. On dit tertiobutyl, le tout c'est un butyl. Ou là on dit le 1,1 diméthyl-éthyl. D'accord? Mais on a tendance à appeler ce substituant tertiobutyl. Donc, il faut le connaître par cœur. D'accord? Donc, vous avez des exemples, l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3. Donc, essayez de les refaire. Donc, ils sont tout simples. Hein. Donc, vous avez toujours la chaîne principale. Donc, on numérote, par exemple, l'exemple 2. Donc, on numérote la chaîne principale de telle manière les substituants aillent l'indice le plus faible. Donc, je numérote de gauche à droite. Donc, sur le carbone 3, vous avez un isobutyl. Et sur le carbone 4, vous avez un deuxième isopropyl, au fait. Donc, le carbone 1, vous avez un isopropyl. Le carbone 2, vous avez un deuxième isopropyl. Donc, je peux appeler ce composé de cette manière. Donc, comme ça. Ah, je m'excuse ici. Donc, la chaîne carbonée la plus longue, elle est comme ça. Donc, je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est ça. Donc, vous avez 7 carbones. Donc, vous avez un isopropyl sur le carbone 4 et vous avez un éthyle sur le carbone 3 et un méthyle sur le carbone 2. Très bien. Donc, ces exemples, il faut les refaire doucement. Donc, c'est sûr que c'est ça. Maintenant, pour les alcanes cycliques ou les cycloalcanes, c'est la même chose. Donc, on numérote l'alcane de telle manière, comme les alcanes linéaires. Pour la nomenclature ici, par exemple, pour le premier cycle, donc c'est un cycle à 4 carbones. Donc, c'est un alcane cyclique. Donc, je vais préciser l'alcane, le nom de l'alcane, qui est le butane. Je vais le préciser par le préfixe cyclo. Donc, cyclobutane. Le cycle à 6 carbones, donc c'est cyclohexane. Ainsi de suite. Par exemple, vous avez un cyclopropane avec 2 substituants, un méthyle et un éthyle. Donc, c'est un 1-éthyle, 1-méthyle, cyclopropane. Par exemple, celui-là, vous avez un
un cyclopentane avec un substituant qu'on appelle le tertiobutyle. D'accord? Le tertiobutyle. Ainsi de suite. Maintenant, pour les propriétés physiques, si vous voulez, donc tout ce qu'on va faire jusqu'à dorénavant, donc chaque famille, que ce soit les alcanes, les alcènes, ainsi de suite, donc chaque fois, on donne quelques généralités. La nomenclature, les propriétés physiques, propriétés chimiques. Propriétés chimiques, en quelque sorte, on va faire la réactivité. Donc, toutes les réactions qui touchent à la famille en question. Donc, pour les propriétés physiques, donc on a les alcanes de C1 à C4. Donc, on sait bien que c'est des alcanes légers, donc ils sont gazeux. C5, donc l'alcane devient liquide. Donc, jusqu'à C15, tous ces alcanes sont liquides. Par exemple, l'essence, Monsieur, c'est C16, oui. Non? Jusqu'au C16, liquide. Jusqu'au C15, vous avez liquide. À partir de C16, vous allez avoir, c'est pas vraiment liquide. Donc, ça commence à prendre un petit peu, ça commence à se solidifier. C'est comme l'huile d'olive quand quand elle est un petit peu froide, elle devient un petit peu visqueuse. Donc, on ne dit pas liquide, hein, parce que liquide, c'est vraiment liquide. Par exemple, l'essence, c'est à peu près les C8, C9. Hein. Si vous prenez par exemple le gasoil, hein, le mazout, c'est en C12, C13, d'accord? À partir de C13, C14, comme ça, vous avez, c'est le kérosène. D'accord? Donc, c'est liquide. Supérieur à C15, on dit solide. Ça commence à prendre de masse. Quand je dis solide, ça veut dire quoi? C'est pas vraiment solide, c'est pas une pierre, c'est pas une roche. Une gomme, ça commence, c'est comme, ça commence sous forme visqueux, ça commence, c'est comme une gomme, et plus vous montez, ça commence à devenir dur. Diminution de désordre, monsieur. Hein? Diminution du désordre. Oui, c'est sûr. Pourquoi, le pourquoi, c'est sûr, c'est la diminution des désordres. Maintenant, pour la température la température de fusion des alcanes, donc elle va augmenter automatiquement avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone. D'accord? Donc, quand la chaîne est plus ramifiée et que la molécule s'approche de la forme sphérique, donc la température de fusion, elle s'abaisse. Donc, si vous prenez par exemple l'hexane, le N-hexane, donc il a une température de fusion. Une température de fusion ou une température d'ébullition, parce que c'est liquide, donc on dit température d'ébullition. Quand l'hexane, les 6 carbones à douilla, je vais les ramifier. Par exemple, je prends 4 carbones et je mets 2 méthyl. Donc, automatiquement, dans ce cas-là, la température d'ébullition, la température de fusion, elle va s'abaisser. Parce que la molécule, elle se rapproche de la forme sphérique. Donc, en quelque sorte, les interactions molécule-molécule, donc elles deviennent moins importantes. Les forces de London. Les interactions entre les chaînes, elles sont plus grandes. Donc, automatiquement, les chaînes, il y a des interactions entre molécule et une molécule. Donc, la température, donc, elle va augmenter. Donc, quand elle est ramifiée, donc les interactions diminuent. Donc, la température, elle s'abaisse. Donc, les alcanes, vous savez pourquoi? Parce que il n'y a pas de formation de liaison H. Très bien, il n'y a pas de liaison H. C'est des molécules qui sont apolaires. Ils sont apolaires. Ils sont totalement apolaires. Donc, c'est des molécules qui sont
insoluble dans l'eau parce que l'eau, elle est polaire. Maintenant, pour les propriétés chimiques, donc les propriétés chimiques dépendent de la structure. Donc, les principaux propriétés chimiques, donc, on va les lier à la réactivité. Et la réactivité, elle dépend de la Type de liaison. Donc, très bien. Lorsqu'on parle de la structure des alcanes, donc on parle en quelque sorte de la géométrie des alcanes. Donc, si je prends par exemple le méthane ou l'éthane, donc vous avez le carbone qui est hybridé comment? SP3. Il est hybridé SP3. Géométrie tétraédrique. Très bien. Donc, vous avez des liaisons, c'est des liaisons CC ou des liaisons CH. D'accord? Donc, la liaison CC, en général, à peu près à la longueur de 4 angstroms. Et la liaison CH, elle est un tout petit peu plus courte. Elle est de 1,1 angstrom. L'angle de liaison, c'est à peu près, c'est exactement 109,5 degrés. D'accord? Donc, c'est important de voir ça, de connaître ça. Très bien. Donc, les alcanes, ils sont stables. Pourquoi? Parce que c'est des liaisons sigma. Donc, vous savez bien que les liaisons sigma, c'est des liaisons qui sont covalentes, donc ils sont difficiles à casser. Ils sont difficiles à donc, ils sont stables. Donc, à température élevée ou sous la lumière, on peut casser les liaisons sigma. Mais à température ordinaire, sans la présence des alcanes, ils sont très stables. Très bien. Donc, la seule qualité, si vous voulez casser un alcane, donc il faut travailler sous l'effet de la lumière ou des peroxydes. Donc, il faut en quelque sorte casser les liaisons CC ou les liaisons CH d'une manière homolytique. Donc, la cassure homolytique, elle est énergivore. Donc, elle demande 400 kJ par mol. Elle est très énergivore. Pour la liaison CC, elle demande 350 kJ par mol. Donc, pour avoir toute cette énergie, donc il faut soit la lumière, donc la lumière UV, c'est la lumière UV, principalement c'est la lumière UV, ou là, il faut une présence de peroxyde. Très bien. Donc, les principaux réactions qu'on peut avoir avec les alcanes, donc il n'y a pas des réactions hétérolytiques. Il n'y a pas les réactions hétérolytiques. Pourquoi? Parce qu'avec les alcanes, on ne peut pas avoir des coupures hétérolytiques. On ne peut pas avoir des charges plus, des charges moins, un carbone plus électronégatif qu'un autre carbone, c'est pas possible. Ou un hydrogène plus électronégatif que le carbone, c'est pas possible. Donc là, la manière la plus simple, ou la plus possible de couper une liaison CC ou la liaison CH, c'est une manière homolytique. Donc, la coupure homolytique, elle se fait en présence de la lumière UV ou en présence d'un peroxyde. Donc, on forme en quelque sorte des radicaux. On forme des radicaux. Donc, les réactions, c'est des réactions radicalaires. D'accord? Donc, lorsqu'on a fait les intermédiaires, je vous ai parlé de la formation des radicaux. Et les réactions principales ici, c'est les réactions de substitution radicalaire. Donc, la première réaction de substitution radicalaire que je peux avoir un alcane, donc si j'ai un alcane RH, je veux par exemple l'halogéner, donc remplacer le H par un X, par un chlore ou par un brom.
Donc, je fais cette réaction d'une manière radicale. Donc, RH plus X2, il va donner RX plus HX. Donc, avec le X, donc un arôme. Fluor, chlore, brome, iode, ainsi de suite.